Bonjour tout le monde. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est avec grand plaisir que je vais venir partager avec vous mon expérience des 27 dernières années déjà. 27 années où j'ai eu le privilège d'accompagner quotidiennement des personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer et accompagner aussi leurs proches. Ce matin, les paroles de Blandine m'ont beaucoup touchée. D'abord parce qu'elle m'a invitée à prendre contact avec mes propres émotions. Et pour moi, c'est un prérequis quand on accompagne des personnes qui sont dans la situation des personnes atteintes d'Alzheimer, d'être capable d'être touchées pour s'approcher de leur réalité. Et ça m'a fait penser aussi à toutes ces petites phrases parfois qu'on lâche sans mauvaise intention, mais qui peuvent faire mal. Des phrases comme « Oui, oui, je vous l'ai dit tout à l'heure. Oui, oui, vous me l'avez demandé, je sais. Souvenez-vous, vous l'avez fait. » Ces petites phrases-là qu'on dit spontanément peuvent tomber comme une bombe dans le terrain d'une personne qui est déjà devenue vulnérable à cause de la maladie. Si ça continue, jour après jour, la personne risque de se retirer, de perdre confiance en elle et, tôt ou tard, elle va perdre confiance en nous. Peut-être qu'on va dire qu'elle est devenue apathique. Peut-être qu'on va analyser l'apathie. Il faudra aussi analyser l'environnement dans lequel elle était. Blandine, tu dis, il faut que j'apprenne à faire confiance à l'autre, davantage qu'en mes propres ressentis, plus que j'ai confiance même en moi-même. Quand on y pense, c'est une énorme marque de confiance. C'est une grande responsabilité aussi. Tu nous as proposé aussi un exercice d'empathie. L'exemple d'IKEA nous montre comment on peut se sentir lorsqu'on arrive dans un environnement qui nous paraît différent ou qui est comme une autre réalité. Si on fait l'effort de ressentir l'émotion, et puis qu'on fait encore un effort supplémentaire en se disant « Et si on se transposait dans un EHPAD, où la personne se retrouve dans un environnement qu'elle ne connaît pas, dans un environnement qui lui est hostile, et puis qu'en plus, on lui dit « Vous êtes chez vous ici maintenant. C'est ici votre maison. » Peut-être qu'elle aussi, elle va faire appel à sa logique, et puis qu'elle va se dire « Mais les gens ici portent des blouses, je dois être à l'hôpital, je ne suis pas malade. Les autres sont malades, mais pas moi. Ils ont dû se tromper de dossier. Ça se peut pas. » Donc, quelle va être sa réaction? S'en aller, aller ailleurs, parce que ce n'est pas sa place. Alors là, qu'est-ce qu'on va retrouver rapidement dans son dossier? On va retrouver Madame déambule, risque de fugue, il faut la protéger. Alors que, quelle est son émotion? Quel est l'accompagnement qu'elle aurait eu besoin pour être accompagnée dans cette détresse? Et c'est ça que ça nous apprend, l'empathie, c'est justement de répondre à chaque personne en fonction de sa réalité et de ses besoins. Bon, on peut dire, on a parlé de termes ce matin, on peut dire que ce sont des termes professionnels qui nous aident à décrire la situation. Moi, je pense que quand même, ces termes de démence et de troubles, de déambulation et d'agitation pathologique, moi, je vous parle pour moi, ça m'a influencée. La première fois que je suis allée dans un établissement et qu'on m'a dit « Tu vas venir dans l'unité de dément, agité pathologique, déambulant, fugueur, fouilleur », qu'est-ce que ça a fait dans mon esprit? Ça m'a mis dans une émotion de défensive, dans un malaise. Et quand je suis arrivée, ma lunette était déjà installée. J'avais une lunette qui était prête à repérer tout ce qu'on avait induit par les mots. Et la pensée, c'est ça que ça fait. Ça induit un regard, et le regard va venir influencer notre comportement. Alors oui, il y a des gens que ça influence moins que d'autres, mais je pense que parfois, par les mots qu'on utilise,
on est déjà sur la piste du contrôle et de l'enfermement. Mon regard redirige son regard. Plus je la vois comme une personne entière, plus elle va me faire confiance et moins elle va se dévaloriser. C'est une des bases du fondement de Carpe Diem. Ce n'est pas juste de changer des attitudes, c'est de changer le regard qu'il y a derrière. Et une bonne façon de changer le regard, c'est de vivre avec les gens. Si je veux vraiment connaître une personne, il faut que je m'en approche, puis il faut que je vive avec. Et ce que je vais trouver quand je vais vivre avec, ça va m'apprendre 100 fois plus que ce que les tests et les évaluations peuvent me montrer. Je ne dis pas que ce n'est pas utile à un certain moment de la maladie, mais arrive un temps où ces tests-là, je les trouve dangereux. Un, parce qu'ils reflètent à la personne ses difficultés, et deux, parce qu'ils ne nous indiquent rien, ou presque, de ses capacités. J'ai entendu un reportage au Québec, mais ça avait été enregistré en France, et ça illustrait une séance d'évaluation avec une dame qui était en processus diagnostique. Et on pose la question, on est à l'hôpital, on pose la question, où sommes-nous en ce moment? Alors la dame, on l'entend, c'est à la radio, elle part et elle se dirige vers la fenêtre. Et la personne lui dit, non, non, c'est pas en regardant par la fenêtre que vous allez trouver où est-ce qu'on est. Mais moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est plein de bon sens, c'est intelligent. Tu sais pas où est-ce que tu vas voir dans la fenêtre, tu cherches un indice. Le test, il va jamais réussir à montrer toute cette intelligence-là qui se développe à travers les difficultés. Alors, la personne qui passe le test, je pense qu'elle est aussi, sinon plus importante que le test lui-même. J'ai appris à en passer des tests, mais en vivant auprès des gens, j'ai surtout appris à m'en passer. Souvent, on me demande, ça vient d'où, Carpe Diem? C'est né comment? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Quelle théorie vous avez lue qui vous a inspiré? Je vais vous raconter comment c'est arrivé. J'avais 21 ans et notre maison familiale était vide. On l'avait quittée et elle était à vendre. Et une amie m'a donné l'idée de la transformer en résidence pour accueillir des personnes âgées qui étaient en perte d'autonomie. Et j'ai tout de suite vu le type de maison que je voulais créer. Une maison où les gens allaient être chez eux et vivre dans la vie quotidienne le plus possible comme à la maison. Et quand je suis allée voir mon père, je lui explique mon projet, puis il me dit c'est parce que il me semble que tu n'as pas le profil pour ce genre de projet. Tu n'as jamais cuisiné. Ta chambre, tu n'arrives pas à la tenir en ordre. Comment tu vas faire pour tenir une maison de 22 pièces à l'ordre? C'est tous les jours, tu sais, les repas. Et mon père avait raison. Il me manquait certaines compétences. Sauf que quand les premières personnes sont arrivées, mon regard, il était neuf. Et ma première réaction, ça a été de dire aux gens, apportez votre livre de recettes, on va cuisiner ensemble. Voulez-vous m'aider à faire le repas? Voulez-vous m'aider à faire la vaisselle? Voulez-vous m'aider? Ça a été une phrase que j'ai sortie comme ça, puis que j'ai vu qu'il y avait une réaction chez les gens qui était, oui, on va t'aider. Alors, on s'est mis à vivre ensemble, et ça a tout de suite influencé une des bases de Carpe Diem, qui est l'orientation du regard sur les forces, sur les capacités. Et lorsque cette personne s'est retrouvée à l'hôpital pour d'autres problèmes, des problèmes de santé, bien, c'est devenu, du jour au lendemain, une dame qui marchait dans la maison chez nous. Elle s'est transformée en une démente qui déambule dans l'unité de la structure. Vous allez me dire, c'est les termes, mais ça a un impact, les mots. J'ai compris à ce moment-là qu'il y avait d'autres regards et qu'il y avait d'autres façons qui pouvaient, et que, entre autres, on pouvait attacher une personne dans notre société, puis on pouvait aussi l'attacher avec des médicaments. J'ai découvert ça à ce moment-là. Et c'est ce qui a été l'élément déclencheur qui a fait que j'ai travaillé pendant 10 ans auprès des instances gouvernementales pour essayer de créer une maison qui allait être une vraie maison où on allait vivre jour et nuit pour être vraiment adapté aux personnes et où on allait
pouvoir aller à domicile, à la rencontre des personnes, les rencontrer chez elles, dans leur maison avec leur famille, pour bien les comprendre, puis pour créer ce fameux lien de confiance qui est à la base de l'approche. Une des questions qu'on se pose régulièrement à tous les jours, c'est est-ce que je suis dans la confiance ou est-ce que je suis dans le contrôle? Il n'y a pas souvent beaucoup d'autres choix. Si j'essaie de ramener la personne à ma réalité, je suis dans le contrôle. Si j'essaie de la faire rentrer dans mes horaires, je suis dans le contrôle. Il y a plein de petits gestes comme ça qui nous inspirent cette réflexion. Alors, après 10 ans, le gouvernement a choisi de ne pas nous soutenir, de ne pas me soutenir, mais avec l'organisme sans but lucratif qui aujourd'hui s'appelle Carpe Diem, on a décidé, avec très peu d'argent et sans subvention, de démarrer la maison. Aujourd'hui, je pense que ça a été une bonne chose parce qu'on l'a fait vraiment à notre façon. Et plus tard, quand la subvention est arrivée, elle a été respectueuse de notre approche qui voulait être globale, non compartimentée. On voulait que le personnel soit polyvalent au point de faire les repas avec les personnes et manger et accompagner les gens le jour et la nuit, même à domicile. Alors, pour le gouvernement, c'était inconcevable d'avoir dans un même projet toutes ces enveloppes. Parce que ça marche par enveloppe, puis on me disait que c'était trop compliqué. Aujourd'hui, le gouvernement du Québec ne cherche pas à multiplier Carpe Diem, mais demande qu'on s'en inspire, qu'on s'inspire de l'approche, du quotidien, qu'on s'inspire des expériences qu'on vit. Alors, quand on est parti, on a demandé aux familles, dites-nous ce que vous pensez qui serait le mieux. C'est pas parce que vous le dites qu'on va le faire, mais dites-nous-le. On a fait un petit sondage et les familles nous ont répondu qu'elles voulaient venir jour et nuit, voulaient être chez elles quand elles viennent, qu'elles voulaient surtout qu'on mette l'accent sur le relationnel, sur les choses qui sont significatives pour leurs proches. On s'est inquiété sur la nuit. Comment ça va se passer la nuit? Le jour, on est capable de le savoir, mais la nuit, qu'est-ce qui va se passer? Si elle ne dort pas, si elle se lève, est-ce qu'on va l'accompagner ou est-ce qu'on va vouloir qu'elle se couche? Plus tard, j'ai réalisé que beaucoup de problèmes qu'on évalue le jour prennent naissance la nuit. Parce que la nuit, je ne sais pas, on pense qu'il n'y a pas de vie la nuit. Une personne qui souffre d'Alzheimer, elle vit la nuit. Elle peut se lever et avoir besoin, comme nous, de manger, d'aller aux toilettes, d'être rassurée. Alors, on s'est fié sur ce que les familles nous ont dit, puis ce qu'elles nous ont dit, c'est, on peut traduire ça comme une approche non institutionnelle. Donc, pas d'insignes de soins apparents, bureau de médecin, bureau d'infirmière, blouse, évidemment, sans horaire trop rigide. Alors, on s'est fié à ce que les familles nous ont dit, et c'est comme ça que Carpe Diem s'est développé et que la base de notre philosophie s'est aussi développée. Alors, quand je vous ai parlé de la philosophie, de la relation de confiance, en fait, je regarde dans des établissements qu'on visite. J'ai fait des visites pour le gouvernement du Québec et je me disais, bien, sur papier, il y a des établissements qui se ressemblent. Même nombre de personnes hébergées, même ratio de personnel, même budget, même profil d'établissement. Pourtant, avec le même profil, tu vas dans un établissement, tu as l'impression de rentrer, déjà, tu te sens oppressé, c'est la mort que ça respire. Puis l'autre établissement, pourtant avec le même profil, on arrive, on se sent accueilli, le personnel nous regarde, on sent qu'il fait bon vivre. Alors, ce n'est pas juste une question d'argent, ce n'est pas juste une question de ratio. À ceux qui me disent « Oui, si on avait l'argent, on le ferait. Oui, si on avait le ratio, on le ferait. » Moi, je vous dis qu'il y a plus que ça. Et quand je regarde les établissements qui fonctionnent bien, je me rends compte qu'ils se sont donné une philosophie, ils se sont donné une orientation qui les guide dans la vie quotidienne. Ils se sont donné aussi un autre point important, la compétence. Parce qu'on peut avoir des textes d'établissement parfaits sur papier, mais ça nous prend des compétences. Le personnel, nos ressources doivent être compétentes. Oui, il y a les connaissances. On peut être maltraitant par manque de connaissances. Il faut connaître la maladie. Il ne faut pas croire qu'on la nie parce qu'on met la personne devant la maladie. On sait que la maladie existe et on essaie de la comprendre.
Les compétences sont importantes, mais il y a aussi les compétences relationnelles, les compétences dans le savoir-être. Il y a des gens pour qui c'est pas fait. Ils ne sont pas faits pour accompagner des personnes qui sont atteintes d'Alzheimer. Il faut être capable de faire face à l'imprévu quand on accompagne des gens qui sont atteints d'Alzheimer. Ils ne nous disent pas, dans 10 minutes, je m'en vais chez moi. Dans 10 minutes, je fugue. Non, il faut être prêt à prendre l'imprévu. Et les gens qui sont rigides ont beaucoup de difficultés avec les imprévus. Alors, il y a des caractéristiques humaines qui sont bien plus importantes que les diplômes. La personne, elle s'en fout du diplôme. Ce qu'elle veut savoir, c'est vos capacités d'entrer en relation avec elle et de l'accompagner. Ensuite, un autre principe, c'est la cohérence. Que notre discours soit cohérent avec nos gestes, avec nos actions. Si je dis à une personne, « Asseyez-vous », puis que là, je suis debout, ça se peut qu'elle ne comprenne pas mon message. Mais si je vais m'asseoir à côté d'elle, il y a des bonnes chances qu'elle s'assoie, puis que je ne sois pas obligée d'appeler ma collègue pour l'asseoir. Si je dis « Mangez », puis que moi, je suis debout à lui dire « Manger », c'est bien différent que si je vais m'asseoir avec elle et que je mange, puis qu'elle me regarde, puis qu'elle mange comme moi. Ça évite de lui dire comment manger, ça évite de vivre des échecs. Souvent, les gens nous disent « Pourquoi les gens sourient à Carpe Diem? » Bien, je leur dis « Regardez le personnel. Il faut engager du personnel capable de sourire. » Mettez-vous à la place de la personne qui regarde le monde courir partout comme s'il était en état d'alerte et puis pas capable de sourire. Ils vont penser qu'il y a quelque chose qui se passe. Ils vont nous voir courir, comme on dit, comme des queues de veau. Et puis là, ils vont peut-être devenir inquiètes. Puis même si je leur crie « Calmez-vous », c'est sûr que je vais avoir un message incohérent. Alors la cohérence, ils s'attendent à plus de cohérence de notre part. Donc, les vêtements, oui, c'est un code vestimentaire. Les vêtements, ils parlent. Et on va être cohérent aussi dans les vêtements qu'on porte. Si j'étais arrivée ici en maillot de bain avec un masque et un tuba, vous auriez dit peut-être, mais c'est pas adapté à la circonstance. Bien, c'est la même chose. Quand mon voisin à Trois-Rivières part et je le vois partir avec son uniforme blanc, je sais que cette journée-là, il travaille à l'hôpital. Je sais. Il n'y a pas besoin de me le dire. Alors, quand je dis à une personne que vous êtes chez vous, puis que vous n'êtes pas à l'hôpital, vous êtes à l'EHPAD, bien, il y a un manque de cohérence. Oui, la nuit, on porte une tenue de nuit. On peut porter un pyjama. Par souci de cohérence, pour éviter à la personne de se faire dire « Mais non, il ne faut pas s'habiller, c'est la nuit. » Puis moi, je suis habillée, j'ai une incohérence. C'est vrai que ça peut faire sourire. C'est vrai que ça peut faire sourire, puis on peut s'en moquer aussi du pyjama, parce que ça peut ne pas avoir l'air professionnel. Si on sort le pyjama du contexte, et puis que si on oublie la chose la plus importante, c'est la personne qui est dans le pyjama. Le pyjama, ce n'est pas une recette. Ce n'est pas une recette, ce n'est pas une technique. Puis il y en a qui m'ont déjà dit « Je l'ai essayé, le pyjama, ça n'a pas marché. » Bien, c'est parce que j'aimerais savoir ce que vous lui avez dit aussi. Parce que souvent, on ne s'inclut pas dans la situation, on ne s'inclut pas dans le problème. Alors, après la cohérence, il y a la constance. Parce que je peux être cohérent, je peux être formé, je peux être bien, avoir une belle philosophie, mais si chacun applique la philosophie à sa façon, la personne va vivre dans l'insécurité. Parce qu'un matin, une va l'accompagner en disant « Elle est capable de se laver, je la laisse se laver. » L'autre va dire « Moi, c'est moi qui la lave. Je la lave à ma façon, ça va plus vite. » Puis ça se répercute aussi au repas. Elle est capable de manger. « Ah oui, elle est capable. Ben moi, je la fais manger. » Et puis là, c'est comme ça, 24 heures. Mettez-vous à la place de la personne. Tout ce manque de constance qu'il peut y avoir dans une équipe. Alors là, ça fait penser au travail d'équipe, à la communication d'équipe, puis à la capacité de dire « Je vais changer ma façon d'accompagner la personne, ça ne fait pas mon affaire, je n'ai pas l'habitude de le faire comme ça, mais parce que là, dans un souci de constance et que tout le monde le fait dans le même sens, ça fait en sorte que la personne, elle se sent en harmonie. Le soir, quand elle se couche, elle n'est pas dans une inquiétude à se demander « Est-ce que cette nuit, ils vont m'accompagner aux toilettes ou ils vont me laisser dans mon lit? Est-ce que cette nuit, je vais pouvoir manger si je me lève ou celle qui va être là va décider à sa façon? » Ça ne doit pas être en fonction de qui est là et des habitudes du personnel. Ça doit être en fonction de chaque personne. Il y a un escalier à Carpe Diem et en haut, il y a une chambre. Et
l'autre jour, je m'informe sur la porte de la chambre qui est ouverte et la veilleuse qui est allumée. Et je demande à l'intervenante la nuit, je lui dis, comment tu as décidé ça? Puis là, elle me dit, ben c'est parce que si elle se réveille, elle voit la chambre, et puis quand elle veut aller aux toilettes, bien, la porte étant ouverte, elle peut sortir, et c'est très important de le faire comme ça parce que ça la rassure. Et je viens le lendemain, la porte est fermée, la veilleuse est éteinte. C'est la même personne, dans la même chambre, mais une autre approche. Je demande à l'intervenant qui est là, il me dit, bien, c'est parce qu'elle dort mieux quand la veilleuse est éteinte, et puis quand la porte est fermée, elle n'entend pas le bruit, puis ça dort mieux comme ça. Puis c'est très, très important parce que ça la rassure. Donc, et là, moi, comme gestionnaire, je me dis, c'est moi qui ai le problème. Parce que les deux, ils ne se parlent pas, là. Alors, c'est à moi de trouver des moyens pour qu'ils puissent se parler, puis pour que la dame, elle n'ait pas l'approche qui est décidée par un ou par l'autre, mais par son habitude à elle et sa vie à elle. Il y a une autre chose importante aussi, que je ne veux surtout pas oublier de vous dire, c'est en plus, c'est qu'on est fait, formaté pour identifier les problèmes, pour les décortiquer, pour les analyser. Alors, il y a une chose que j'ai appris, puis c'est une des plus importantes, c'est repérons quand ça va bien. Qu'est-ce qui se passe quand le problème est moins pire? Est-ce qu'on a le temps de documenter qu'est-ce qui se passe quand ça va bien? Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez de me dire qu'est-ce qui se passe quand elle ne mange pas ou quand elle marche puis qu'elle ne fait pas ce que vous voulez, mais dites-moi ce qui se passe quand ça va bien. Qui est avec elle quand ça se passe bien? Ça ne se peut pas que ça aille tout le temps mal. Et quand on regarde les dossiers, ce n'est que des problèmes qu'on décortique puis qu'on analyse. Alors, c'est une approche orientée sur les solutions. Et ça, là, on trouve 9 fois sur 10 des nouvelles pistes quand on ose poser la question d'exception. Qu'est-ce qui se passe quand c'est moins pire? Quand le problème est absent. Ah, quand le problème est absent, bien, on l'a vu, elle essuyait les tables, elle était utile, il y avait de l'action. Bien, moi, je vais m'inspirer de ça plutôt que de m'inspirer de tout ce qu'on va me donner comme documentation quand ça se passe mal. Ceux qui me disent aussi, oui, vous mangez avec les gens, la contamination, l'hygiène, tout ça. Bien, moi, je peux vous dire qu'en 17 ans, il n'y a rien arrivé, premièrement. Puis, à force d'analyser, je me suis rendu compte que la meilleure façon pour que ce soit hygiénique, c'est que nous, on mange la même nourriture que le personnel. La meilleure façon pour que ce soit bon, c'est que celle qui cuisine avec les gens, elle sache que elle va le manger, ses collègues vont le manger, puis son patron va le manger aussi. Et c'est la meilleure autorégulation qu'on ne peut pas avoir. Puis quand j'accompagne une personne aux toilettes, je vais peut-être avoir une pensée supplémentaire, lui offrir de se laver les mains avant de sortir, puis dire est-ce qu'on se lave les mains, parce que je sais qu'elle va aller éplucher des légumes après, puis que moi, je vais manger ce qu'elle va avoir épluché. Donc, ça vaut bien des contrôles de l'hygiène, cette façon d'agir. Juste un dernier mot aussi sur peut-être, j'ai parlé des tests, j'ai parlé des évaluations. Ce que je trouve et qu'on a combattu à Carpe Diem, ça a été le financement à partir des évaluations qui mesurent les incapacités et qui font que plus on trouve d'incapacités, plus il y a un financement qui vient avec. Il y a un effet extrêmement pervers, puis je trouve qu'on devrait militer pour que ça change, parce qu'on parle de vie quotidienne, mais ça influence la vie quotidienne. Il y a un directeur qui m'a déjà dit, depuis que vous êtes venu, monsieur, il allait manger en fauteuil roulant, puis il portait une protection, puis il fallait le faire manger, puis maintenant, bien, il est capable d'aller manger debout, puis on passe aux toilettes, puis il n'y a plus de protection, puis il mange seul s'il a le temps. Bien, à l'évaluation suivante, ils ont perdu du budget. Il y a un effet pervers qu'il faut absolument combattre. Bien, je veux vous dire que quand on me dit, on a parlé d'utopie ce matin, on parle de est-ce que c'est possible d'exporter l'approche de Carpe Diem? Je pense qu'au Québec, ça a influencé beaucoup les milieux. Pas de copier-coller, mais certaines choses peuvent se transposer. En France, j'ai beaucoup d'espoir dans le projet d'Amadiem. D'une part parce qu'il est né de la pensée de Blandine. Blandine, c'est une ingénieure, c'est aussi l'ingénieure du projet d'Amadiem qui l'a pensé elle-même et qui a reconnu dans Carpe Diem une inspiration aussi pour le faire.
Je suis honorée et heureuse de vous accompagner à Madiem dans ce projet. Je pense qu'il va changer les choses. C'est un combat de tous les jours. Je pense qu'il faut continuer de militer parce que même si on est content du chemin parcouru, il y a encore beaucoup à faire. Merci du titre invité d'honneur. Ça me met un peu mal à l'aise parce que je trouve que c'est pas encore l'heure de se péter les bretelles. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour que les choses s'améliorent. Et je vous remercie d'être là aujourd'hui. Je vous remercie de l'opportunité. Puis bon succès tout le monde.